Bonsoir Frédéric Oudéa. Bonsoir Luc Évrard. Vous êtes PDG de la Société Générale, mais aussi président de la Fédération bancaire française. Les Français viennent d'envoyer à l'Élysée un président qui, en début de campagne, désignait la finance comme l'ennemi. Alors comment accueillez-vous cette élection? Vous n'êtes pas en guerre. Non, les Français, bien sûr, et la démocratie s'est exprimée, c'est très bien. Et il faut maintenant qu'on se tourne tous vers l'avenir, parce que il y a beaucoup de défis, beaucoup d'enjeux qui nous attendent collectivement. Les banques, qui ne sont pas toute la finance, les banques françaises qui constituent un enjeu essentiel en termes d'emploi, d'activité économique, sont prêts bien sûr à aider à trouver les solutions. Je vous le rappelle, une économie forte passe par des banques fortes. Justement, dans son programme, François Hollande prévoit d'obliger les banques à séparer leurs activités de banque de détail de leurs activités de marché, les plus spéculatives. Est-ce que vous vous y préparez vous-même ou pas? Vous avez encore espoir de le faire peut-être réfléchir ou revenir en arrière sur cette proposition? Je crois que c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Moi, je voudrais dire deux choses sur ce sujet. D'abord, ce qui est parfaitement légitime, c'est de dire il ne faut pas que l'argent des épargnants, des déposants, soit exposé, bien sûr, inutilement et soit mis en risque par des activités qui, finalement, ne servent pas à l'économie. Donc ça, on est tous d'accord. La deuxième chose que je voudrais souligner, c'est que toutes les réflexions concernant l'organisation des banques doivent être, à mon sens, considérées à un niveau européen. Et il y a d'ailleurs un groupe de travail lancé par la Commission européenne sur ces sujets pour voir si, au fond, depuis le début de la crise, et avec les réglementations déjà arrêtées, je pense à Bâle III, qui a pour but de rendre justement le système plus solide, il y a encore à faire d'un point de vue de l'organisation des banques. À vous entendre, ce serait suffisant. Le renforcement des réglementations qui sont issues de la crise, donc ce que vous appelez Bâle III, pourrait suffire à éviter les risques qu'on nous présente. En tout cas, Bâle III est bien là et c'est un changement majeur pour renforcer la solidité du système bancaire. Ensuite, on est prêt à discuter de mesures complémentaires. Je crois que le point important, c'est de garder en tête que le système bancaire français, la Banque universelle française, finalement, elle a bien traversé la crise. Les résultats de ce début d'année le montrent à nouveau. Et qu'il ne faut pas casser un dispositif qui sait financer l'économie. Pourtant, ces dispositifs de compartimentage ou compartimentation, je ne sais pas comment on dit, entre les différents métiers des banques se fait. Il existe déjà aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, par exemple. Alors non, justement, là aussi, il y a des idées dans l'air aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Les idées de Paul Volcker, de M. Vickers. Voilà. Et toute la chose à noter, c'est que ce sont encore des idées. Ça fait 2 ans et demi que les États-Unis en discutent. C'est décalé dans le temps. On sent que c'est assez compliqué. Et en ce qui concerne les Britanniques, ils en parlent également, mais c'est de 2019. Donc, vous voyez qu'en fait, c'est quand même assez différé dans le temps. Le risque, ce serait qu'on adopte des mesures en France qui handicaperaient votre activité bancaire et qui handicaperaient les banques françaises, c'est ça votre crainte? Le risque, c'est qu'on ait des mesures qui handicapent le financement de l'économie. Pourquoi? Parce qu'avec Bâle III, on va avoir besoin d'activités de marché pour financer les entreprises. Parce qu'il y aura moins de crédits, c'est ce que vous dites. Exactement. Et donc, il faudra aller en bourse chercher des capitaux. Voilà, exactement. Le paradoxe, c'est que avec les réformes nouvelles, on va aller vers un système plus à l'américaine, où il y aura un peu moins de crédits dans les bilans bancaires et plus d'émissions d'obligations, d'émissions d'actions. Et on a besoin donc des activités de marché pour financer l'économie. Si on n'a pas cette capacité, ça voudra dire globalement moins de capacité à créer des emplois. C'est ça le sujet. L'agence Standard & Poor's a déjà fait savoir qu'il n'y avait pas en soi, avec cette élection, matière à dégrader immédiatement la note française. Finalement, les marchés ont l'air en fait beaucoup plus inquiets de ce qui se passe en Grèce, où visiblement les partis favorables à l'euro, à sa discipline, ne sont pas sûrs de pouvoir continuer à diriger le pays. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est grave? Vous savez, là aussi, je l'ai déjà dit, au fond, la Grèce, c'est un exemple un peu extrême de ce qui pourrait aussi se passer ailleurs. On sait, la Grèce, c'est un peu spécifique. Il est compliqué pour le gouvernement de collecter l'impôt. Il y a des niveaux d'endettement très élevés. Mais si jamais une nouvelle fois la Grèce ne respectait pas ses engagements, ce serait effectivement problématique parce qu'au fond, on pourrait se dire, mais au fond, est-ce qu'on ne va pas avoir la même situation dans un an ailleurs? C'est ça l'enjeu avec la Grèce. Justement, le débat de la campagne a beaucoup porté sur le dilemme entre l'austérité et la croissance. On voit bien avec la Grèce, mais aussi l'Espagne, le Portugal, l'Italie, peut-être, qu'on ne s'en sortira pas seulement avec l'austérité. L'Allemagne elle-même est concernée, puisque son économie est proche à nouveau de la récession, du fait de la faiblesse de ses principaux partenaires. Quel est votre sentiment là-dessus? Il faut de la croissance, il faut tout faire pour la réamorcer, cette croissance? In fine, pour réduire l'endettement, qui est absolument indispensable, il faut effectivement de la croissance. La question, à mon avis, clé, c'est est-ce que cette croissance vient d'abord de réformes structurelles et lesquelles?
ou au fond de dépenses publiques supplémentaires. Mhm. Et c'est ça, je pense, qui va être le grand débat, une relance un peu type keynésien, ou au contraire Avec des de la mesures. dette supplémentaire, oui. Voilà, et Mhm. d'où peut venir cette dette, qui la financera, etc. Ce sera ça probablement un des grands débats. Alors, puisqu'on évoque ça, vous dites chaque fois que vous en avez l'occasion que les banques font leur travail, et d'ailleurs on peut le vérifier dans le volume de crédit. Beaucoup sont choqués quand même de voir que la Banque centrale vous prête à 1% et que vous, cet argent, vous en disposez à des taux de marché que vous faites payer à ceux à qui vous prêtez, à des taux 3 ou jusqu'à 6 fois supérieurs selon la qualité des clients. Quelle est votre réponse à ça? Alors là, il faut vraiment être très clair. D'abord, les montants nets pour de la Banque centrale ayant alimenté les banques, c'est environ 500 milliards d'euros. En fait, c'est de la monnaie un peu court terme qui s'est transformée en monnaie long terme. Deuxièmement, Oui, cet parce qu'elle a argent, allongé voilà. Deuxièmement, c'est ces un délais. argent qui est un filet de sécurité, en fait. Et ce filet de sécurité permet aux banques françaises, justement, de continuer à financer l'économie française. 4,7% fin mars, donc c'est des croissances qu'on ne Ça, trouve c'est nulle l'augmentation des part ailleurs. crédits sur Voilà, l'année. crédit fin mars par Mhm. rapport à l'année dernière, 4,7%. On ne retrouve cette situation nulle part ailleurs. Et la France est singularisée comme le bon élève en matière de distribution de crédit. Alors ensuite, sur les taux, je rappelle que cet argent n'est pas prêté gratuitement. On met en dépôt des crédits, C'est garanti. des garanties. Mhm. Deuxièmement, c'est un pourcentage très faible de nos crédits, très très faible. Et il ne faut pas oublier qu'à l'inverse, l'argent qu'on va emprunter sur les marchés ou même les dépôts que l'on collecte auprès d'entreprises, leur coût n'a cessé d'augmenter. Et donc finalement, le coût de notre ressource qui nous permet de calculer notre marge de crédit, c'est la somme de tout ça. Alors avec tout ça, quand même, vous avez publié la semaine dernière des résultats trimestriels pour la Société Générale, 732 millions de bénéfices nets en 3 mois, malgré les restructurations lourdes que vous êtes en train d'opérer. Ça va pas mal pour la Société Générale. Écoutez, et je crois qu'il faut s'en féliciter, la Société Générale montre sa solidité, montre effectivement des performances en dépit d'un contexte très difficile, satisfaisantes dans tous ses métiers. Elle s'appuie en plus sur la diversité de ses modèles, banque de détail et banque Mhm. de financement et d'investissement, Mhm. tournée vers l'économie, vers ses clients. Deuxièmement, point très important, le coût du risque, les risques sont bien maîtrisés. Et ça, on ne peut que se féliciter qu'en France, le crédit ait été mis en place dans des bonnes conditions et qu'on ne fasse pas face à des difficultés comparables, peut-être par exemple en Espagne sur l'immobilier. Troisièmement, vous le savez, on accumule, on garde nos profits, on accumule nos réserves patiemment pour être au rendez-vous de Bâle 3 et on a bien progressé en ce début d'année. On va continuer dans cette discipline. Merci beaucoup Frédéric Oudéa. Merci.